Le lynx roux avait emporté le chaton noir d'Emma dans les profondeurs de la forêt, défiant toutes les lois connues de la prédation. Ce qu'elle découvrirait en suivant leurs traces allait révolutionner la science et bouleverser sa conception même de la nature sauvage. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Sous les rayons éclatants du soleil d'été, la petite ville de Saint-Félicien semblait figée dans une torpeur tranquille. Nichée à la lisière d'une vaste forêt québécoise, elle représentait la frontière parfaite entre civilisation et nature sauvage. C'est précisément cette proximité qui allait transformer une journée ordinaire en une aventure extraordinaire, une histoire qui défierait tout ce que nous croyons savoir sur les limites entre animaux sauvages et domestiques. Dans le jardin fleuri d'une modeste maison en bordure de forêt, un petit chaton noir comme l'encre jouait insouciant parmi les pétunias. Baptisé Eclipse par Emma, sa jeune propriétaire de 12 ans, il arborait un pelage d'un noir si profond qu'il semblait absorber la lumière, à l'exception d'une minuscule tache blanche sur sa poitrine, semblable à une étoile solitaire dans un ciel nocturne. Adopté seulement 3 semaines auparavant dans un refuge local, Eclipse explorait son territoire avec la curiosité téméraire propre aux chatons de 4 mois. Ce que la famille Tremblay ignorait ce matin-là, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner à l'intérieur, c'est qu'ils étaient observés. À la lisière du bois, presque invisible dans l'ombre des conifères, 2 yeux ambrés fixaient intensément le jardin. Un magnifique lynx roux, puissant et silencieux, observait le petit félin noir qui gambadait sans crainte. Le lynx, que les biologistes locaux avaient surnommé fantôme en raison de sa capacité à apparaître et disparaître sans laisser de traces, n'était pas un visiteur ordinaire. Normalement craintif envers les humains, il s'aventurait rarement si près des habitations. Quelque chose dans son comportement ce jour-là défiait toutes les règles connues de la faune sauvage. Emma, n'oublie pas de vérifier qu'Eclipse est rentré avant de partir pour l'école, lança Marie Tremblay depuis la cuisine, en versant du sirop d'érable sur les pancakes fumants. « Oui, maman », répondit Emma, finissant rapidement son verre de jus d'orange avant de se précipiter vers la porte-fenêtre. « Eclipse, viens manger. » Son appel resta sans réponse. Le jardin, auparavant animé par les jeux du chaton, semblait maintenant étrangement vide. « Eclipse ?» répéta Emma, sa voix trahissant une première note d'inquiétude. Elle sortit dans le jardin, scrutant les buissons et les massifs de fleurs où le chaton aimait se cacher. C'est alors qu'elle le vit, ou plutôt qu'elle vit ce qu'il restait de sa présence. De petites empreintes de pattes dans la terre meuble du jardin menant directement vers la forêt. Et à côté, d'autres empreintes, beaucoup plus grandes, celles d'un prédateur. Le cri d'Emma déchira la quiétude matinale. En quelques secondes, ses parents étaient à ses côtés, suivant son doigt tremblant qui pointait vers ses traces révélatrices. « C'est un lynx », murmura Pierre Tremblay, le père d'Emma, ancien garde forestier reconverti en instituteur. Son visage s'assombrit instantanément. Il a dû prendre Eclipse. Les sanglots d'Emma résonnèrent dans le jardin tandis que sa mère la serrait contre elle, impuissante face à ce cruel rappel des lois de la nature. Pierre, cependant, examinait les traces avec une attention professionnelle, son front plissé par la concentration. « C'est étrange, » dit-il finalement. « Les empreintes d'Eclipse, il ne semble pas avoir été traîné. On dirait qu'il a suivi le lynx volontairement. »« C'est impossible, » répliqua Marie, caressant les cheveux d'Emma pour la consoler. « Un chaton ne suivrait jamais un prédateur. » Pierre ne répondit pas, mais son instinct de forestier lui soufflait que quelque chose ne collait pas dans ce scénario. Il connaissait les lynx, leur comportement de chasse, rapide, efficace, sans hésitation. Ces traces racontaient une autre histoire. « Je vais appeler Gabriel », décida-t-il,
faisant référence à son ancien collègue devenu biologiste spécialiste des félins sauvages au Centre de conservation de la faune. Et ensuite la police. On ne sait jamais. 2 heures plus tard, le jardin des Tremblay s'était transformé en centre d'opérations improvisées. Gabriel Morin, un homme trapu à la barbe grisonnante et au regard vif, examinait méticuleusement les empreintes que Pierre avait protégées avec des sceaux retournés. À ses côtés, l'agent de la Sûreté du Québec semblait perplexe, visiblement peu habitué à enquêter sur la disparition d'un chaton. « Écoutez, monsieur Tremblay, » commença l'agent, un carnet à la main. « Je comprends votre inquiétude, mais un animal sauvage qui chasse, c'est dans l'ordre naturel des choses. »« Je sais, » répondit Pierre fermement, « mais ce n'est pas un cas typique de prédation. Gabriel, dis-lui. » Le biologiste se redressa, époussetant la terre de ses genoux. Son expression était un mélange de perplexité et de fascination professionnelle. Il a raison. Ces traces sont inhabituelles. Le lynx s'est approché lentement, s'est arrêté plusieurs fois. Ce n'est pas un comportement de chasse classique. Il pointa du doigt une zone où les empreintes des 2 félins se côtoyaient. Et ici, ils ont marché côte à côte. Le chaton ne fuyait pas. L'agent de police haussa les épaules, clairement sceptique. Peut-être que le chat était simplement curieux ou stupide. Ça arrive. Non, intervint Emma, qui avait insisté pour rester et écouter. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était ferme. Éclipse est intelligent. Il aurait couru si quelque chose l'avait effrayé. Je le connais. Gabriel échangea un regard avec Pierre. En fait, l'instinct des animaux est parfois plus complexe que nous le pensons. J'ai déjà documenté des cas inhabituels. Comme quoi ? Demanda Marie, serrant la main de sa fille. Le biologiste hésita, comme s'il craignait de paraître non scientifique. Des comportements interespèces inexpliqués, des prédateurs qui adoptent des proies, par exemple. C'est rare, mais ça existe. Vous suggérez que ce lynx a adopté notre chaton ? La voix de Marie trahissait son incrédulité. Je ne suggère rien pour l'instant, répondit Gabriel prudemment. Mais je voudrais suivre ses traces. Elles sont fraîches, et avec un peu de chance. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Pierre hochait déjà la tête, retournant vers la maison pour préparer un sac à dos avec de l'eau et des provisions de base. « Je viens aussi », déclara Emma, déterminée. « Hors de question », répondirent ses parents à l'unisson. L'agent de police soupira, refermant son carnet. « Je vais devoir faire un rapport, mais je ne peux pas mobiliser des ressources pour ça. Cependant, il sembla réfléchir un instant. J'ai un drone dans ma voiture, pour les recherches en forêt. Je pourrais peut-être vous aider à survoler la zone, voir si on repère quelque chose. » Le visage d'Emma s'illumina d'espoir. Pendant ce temps, profondément dans la forêt, le lynx roux se déplaçait avec une grâce silencieuse entre les arbres centenaires. À sa suite, trottinant pour maintenir le rythme, le petit éclipse suivait, son pelage noir contrastant vivement avec les teintes vertes et brunes du sous-bois. De temps à autre, le lynx s'arrêtait, se retournant pour s'assurer que le chaton était toujours là, avant de reprendre sa route mystérieuse vers une destination connue de lui seul. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce voyage improbable n'était que le début d'une histoire qui allait captiver non seulement la petite ville de Saint-Félicien, mais le monde entier, révélant une vérité si extraordinaire qu'elle remettrait en question tout ce que nous croyons savoir sur le monde animal. Le petit groupe improvisé de recherche s'enfonça dans la forêt, suivant les traces des 2 félins. Gabriel en tête, utilisant toutes ses années d'expérience pour interpréter les signes subtils laissés dans la nature, une brindille cassée, une touffe de poils noirs accrochée à un buisson d'épinettes, l'empreinte partielle d'une patte sur un tapis de mousse. L'agent Martin les suivait avec son drone, un petit appareil sophistiqué équipé d'une caméra thermique.
Ils ne peuvent pas être très loin, murmura-t-il, les yeux rivés sur l'écran de contrôle. Un lynx avec un chaton ne se déplacerait pas rapidement. Pierre marchait aux côtés de Gabriel, son ancien métier revenant instinctivement, tandis qu'il scrutait la forêt avec des yeux exercés. Derrière eux, malgré les protestations, Emma avait finalement obtenu la permission de venir, sa mère l'accompagnant, toutes deux silencieuses et tendues. « Je ne comprends toujours pas, » dit Marie à voix basse. « Pourquoi un prédateur sauvage emmènerait-il un chaton domestique sans le... Tu sais ?» Gabriel ralentit son pas pour se mettre à sa hauteur. La nature n'est pas aussi simple que nos livres scolaires le laissent croire. Les félins, sauvages ou domestiques, partagent un langage commun, posture corporelle, expression faciale, phéromones. Parfois, ce langage transcende l'instinct de prédation. « Attends », interrompit l'agent Martin, les yeux rivés sur son écran. « J'ai quelque chose. » Il manipula les commandes du drone, ajustant l'angle de la caméra. Une signature thermique, non deux, à environ 300 mètres au nord-est. Le groupe accéléra le pas, Gabriel vérifiant régulièrement le sol pour confirmer que les traces qu'il suivait correspondaient bien à la direction indiquée par le drone. La forêt devenait plus dense, les rayons du soleil peinant à percer la canopée d'épinettes et d'érables. L'air était imprégné de l'odeur de résine et d'humus, le silence ponctué uniquement par leurs pas et le bruissement distant du vent dans les feuillages. « Ils se dirigent vers la vieille cabane forestière », murmura Pierre, une note de surprise dans la voix. « Ça n'a aucun sens. » Gabriel lui jeta un regard interrogateur. « Quelle cabane ?» « Une ancienne station d'observation, abandonnée depuis au moins 5 ans. Je l'utilisais parfois pour surveiller la migration des caribous. » Pierre secoua la tête, perplexe. Mais pourquoi un lynx s'en approcherait-il? Emma, qui avait écouté attentivement, intervint soudain. Et si ce n'était pas un lynx ordinaire? Et si c'était un lynx qui connaît déjà les humains? Les adultes échangèrent des regards, frappés par la logique simple mais percutante de cette suggestion. Un lynx réhabilité, murmura Gabriel, comme si les pièces d'un puzzle complexe commençaient à s'assembler dans son esprit. Ou échappé d'une captivité, ça expliquerait son comportement atypique. L'agent Martin ajusta la trajectoire du drone. La cabane est juste devant. Je vais essayer d'obtenir des images plus nettes. Sur l'écran, une petite structure en bois apparut, partiellement camouflée par la végétation qui avait commencé à la reconquérir. Et là, s'attardant près de l'entrée, 2 formes distinctes, l'une grande et élancée, l'autre minuscule à côté. « Éclipse !» s'écria Emma, pointant du doigt l'écran. « C'est lui, j'en suis sûr. » Gabriel étudia les images, son visage trahissant un mélange d'émerveillement et de perplexité professionnelle. Ils sont entrés dans la cabane. Le lynx semble attendre le chaton. Ce n'est pas un comportement prédateur. « Approchons-nous, décida Pierre, mais avec prudence. Un lynx acculé peut être dangereux, même s'il semble habitué aux humains. » Ils avancèrent en silence, l'agent Martin ramenant le drone à basse altitude pour éviter de perturber les animaux avec son bourdonnement. À une 50aine de mètres de la cabane, Gabriel fit signe au groupe de s'arrêter et sortit une paire de jumelles de son sac. « Je vois la cabane », chuchota-t-il, mais pas de mouvement à l'extérieur. Ils doivent être entrés. « Comment allons-nous récupérer Éclipse ?» demanda Marie, la tension audible dans sa voix. « On ne peut pas simplement entrer et affronter un lynx sauvage. » Gabriel réfléchit un moment. « J'ai du matériel de capture dans ma Jeep, mais elle est garée trop loin. Pour l'instant, je suggère qu'on observe simplement. Si ce lynx est vraiment habitué aux humains, il pourrait ne pas être agressif. Mais on ne prend aucun risque. » Ils s'approchèrent avec une lenteur délibérée, se dissimulant derrière les arbres et les buissons. À 20 mètres de la cabane, ils s'arrêtèrent à nouveau. La structure en rondin était plus délabrée que dans les souvenirs de Pierre.
le toit partiellement effondré sur un côté, la porte pendant sur des gonds rouillés, les fenêtres obstruées par des planches, mais elle offrait encore un abri relatif contre les éléments. Emma scrutait désespérément l'entrée de la cabane, espérant apercevoir son chaton. Soudain, un mouvement attira son attention. Une petite forme noire émergea de l'obscurité de la cabane, s'avançant prudemment sur le seuil moussu. « Éclipse !» s'écria-t-elle instinctivement, avant que sa mère ne puisse la retenir. Le chaton tourna la tête vers la source du cri, ses oreilles dressées en reconnaissance, et à la stupéfaction de tous, au lieu de s'enfuir, il émit un miaulement distinct et commença à trottiner dans leur direction. « Mon Dieu !» murmura Gabriel. Il n'est pas effrayé. Il agit comme si... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Une silhouette imposante apparut dans l'embrasure de la porte, le lynx roux dans toute sa majesté sauvage. Son pelage tacheté luisait sous les rares rayons de soleil qui perçaient la canopée, ses touffes d'oreilles caractéristiques dressées en alerte. Ses yeux ambrés fixèrent immédiatement le groupe d'humains. « Personne ne bouge », ordonna Gabriel à voix basse. « Laissez-le évaluer la situation. » Le lynx resta parfaitement immobile, étudiant les intrus avec une intensité troublante. Puis, contre toute attente, il s'avança lentement, suivant le chaton qui continuait son chemin vers Emma. « C'est impossible », murmura l'agent Martin, qui avait posé son drone et sorti instinctivement son arme de service. « Non !» Gabriel lui saisit le bras. « Ne faites rien. Regardez son comportement. Il n'est pas menaçant. » En effet, le lynx marchait avec une assurance tranquille, sans montrer les signes typiques d'agressivité, dos arqués, oreilles plaquées, crocs découverts. Au contraire, il semblait vigilant, comme s'il escortait le chaton. Éclipse atteignit Emma et se frotta contre ses jambes, miaulant avec insistance. La jeune fille, paralysée entre joie et terreur, n'osait pas se baisser pour le prendre, son regard fixé sur le prédateur qui s'était arrêté à 10 mètres de distance. « Il y a quelque chose autour de son cou », remarqua Pierre soudainement, pointant le lynx du doigt. Gabriel ajusta ses jumelles. « Un collier émetteur scientifique. Et il y a un médaillon. Je n'arrive pas à lire ce qui est inscrit dessus. » À cet instant précis, un craquement dans les buissons derrière eux les fit tous sursauter. Une voix féminine, calme mais autoritaire, s'éleva dans le silence de la forêt. « Ne bougez pas, elle ne vous fera aucun mal tant que vous ne menacez pas le chaton. » Ils se retournèrent lentement pour découvrir une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'une tenue de terrain kaki, un fusil tranquillisant nonchalamment posé sur son épaule. Ses cheveux roux étaient coupés courts, et une cicatrice fine barrait son sourcil droit, lui donnant un air légèrement intimidant, malgré son sourire amical. Dr Sophia Lavoie, centre de recherche sur les félins de l'Est du Canada, se présenta-t-elle en avançant calmement vers le groupe. « Et je vois que vous avez rencontré Luna. »« Luna ?» répéta Gabriel, son regard alternant entre la nouvelle venue et le lynx qui, étonnamment, semblait s'être détendu à l'arrivée de la femme. « Luna, oui. Une femelle lynx très spéciale qui fait partie de notre programme de recherche depuis presque 4 ans. » Dr Lavoie s'approcha du lynx sans aucun signe de peur, s'accroupissant à côté de l'animal qui se frotta contre sa jambe comme un chat domestique surdimensionné. « Et il semble qu'elle ait trouvé un ami. » Emma, qui tenait maintenant Éclipse serrée contre elle, regardait la scène avec des yeux écarquillés. « Vous voulez dire qu'elle n'allait pas le manger, qu'elle voulait juste jouer avec lui ?» Docteur Lavoie sourit, mais son expression était plus complexe qu'un simple amusement. « C'est beaucoup plus compliqué que ça, jeune fille, et beaucoup plus extraordinaire. » Elle se releva, caressant brièvement la tête du lynx avant de se tourner vers le groupe. « Je suivais le signal du collier de Luna depuis hier soir, quand elle a dévié de son territoire habituel. Je ne m'attendais pas à la trouver en si intéressante compagnie. » Gabriel s'avança, la main tendue.
Gabriel Morin, biologiste au Centre de conservation de la faune. Ce que nous observons ici est sans précédent. Pas tout à fait sans précédent, corrigea doucement Dr Lavoie en serrant sa main, mais certainement rare, et c'est précisément ce qui rend Luna si spéciale pour notre étude. Pierre, qui avait gardé le silence, observant la scène avec une fascination professionnelle, prit enfin la parole. Ce lynx, Luna, elle a délibérément emmené notre chaton ici? Pourquoi cette cabane? Dr Lavoie échangea un regard avec Luna, comme si elle partageait un secret. Parce que c'est ici que Luna a été sauvée, il y a 4 ans. C'est ici qu'elle a rencontré des humains pour la première fois. Pas comme prédateur ou menace, mais comme soignant. Emma, qui écoutait attentivement tout en caressant Eclipse, demanda « Que lui est-il arrivé ?» Dr Lavoie s'appuya contre un arbre, son regard se perdant un instant dans les souvenirs. Un braconnier. Il avait posé des pièges illégaux dans cette partie de la forêt. Luna était encore un chaton, à peine plus grande que votre petit Eclipse. Sa mère a été tuée, et elle est restée prise dans un piège pendant presque 2 jours, avant que nos équipes de surveillance ne la trouvent. Dans cette cabane, demanda Marie, qui s'était approchée pour examiner Eclipse, vérifiant qu'il n'était pas blessé. Nous l'avons soignée ici, oui, avant de la transporter à notre centre. Elle était trop jeune pour survivre seule dans la nature, alors nous l'avons élevée avec l'intention de la relâcher quand elle serait prête. Dr Lavoie sourit à nouveau. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est à quel point elle s'adapterait à sa nouvelle situation. Luna n'est ni totalement sauvage, ni domestique. Elle existe dans un entre-deux fascinant qui nous a appris énormément sur la plasticité comportementale des félins. « Mais pourquoi mon chat ?» demanda Emma, serrant toujours Eclipse contre elle, l'animal ronronnant paisiblement malgré son aventure extraordinaire. De tous les chats qu'elle aurait pu rencontrer, pourquoi a-t-elle choisi Eclipse? Le docteur Lavoie s'approcha doucement et tendit la main vers le chaton. Eclipse, loin d'être effrayée, tendit le cou pour renifler ses doigts. « La couleur », dit-elle simplement, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. Son pelage noir, c'est probablement ce qui a capté l'attention de Luna. Gabriel fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Les lynx sont des chasseurs visuels, certes, mais ils réagissent au mouvement plus qu'à la couleur. » Dans des circonstances normales, oui, acquiesça Dr Lavoie. Mais Luna n'est pas un lynx ordinaire. Pendant sa réhabilitation, elle a partagé un enclos avec un autre orphelin que nous soignons, un chaton de chat domestique noir abandonné que l'un de nos employés avait trouvé. « Vous avez mis un chat domestique avec un lynx ?» L'incrédulité perçait dans la voix de Pierre. « C'était accidentel au départ, » admit Dr Lavoie. « Une erreur de notre soigneur stagiaire. Quand nous l'avons découvert, nous étions terrifiés à l'idée que Luna ait pu blesser le chaton. Mais au lieu de cela, elle s'interrompit, comme si les mots lui manquaient pour décrire ce qu'ils avaient observé. Au lieu de cela, encouragea Gabriel, captivé. Au lieu de cela, nous avons découvert qu'ils avaient développé une relation de compagnonnage. Luna, traumatisée par la perte de sa mère et la douleur du piège, semblait trouver du réconfort dans la présence du chaton. Et le chaton, peut-être en raison de sa jeunesse, ne montrait aucune peur du lynx. Emma regardait alternativement Eclipse et Luna, fascinée. Comme une grande sœur. En quelque sorte, sourit Dr Lavoie, nous avons décidé de documenter cette relation inattendue, de l'étudier. Elle remettait en question tout ce que nous pensions savoir sur le comportement prédateur inné des félins sauvages. « Qu'est-il arrivé au chaton noir ?» demanda Marie, qui commençait à comprendre où cette histoire menait. Le visage de Dr Lavoie s'assombrit légèrement. « Nous l'avons appelé Shadow. Il est resté avec Luna pendant presque 8 mois. Leur lien était extraordinaire. Shadow suivait Luna partout, et elle le protégeait, lui apprenait même certains comportements de chasse adaptés à sa taille.
Mais, insista Gabriel, sentant que l'histoire prenait une tournure plus sombre. Mais Shadow est tombé malade. Une insuffisance rénale congénitale que nous n'avions pas détectée. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu le sauver. Docteur Lavoie fit une pause, son regard se perdant un instant dans les souvenirs. La réaction de Luna a été saisissante. Elle a refusé de manger pendant plusieurs jours. Elle appelait Shadow, le cherchait partout dans l'enclos. C'était déchirant à observer. Un silence respectueux s'abattit sur le groupe. Même l'agent Martin, qui était resté en retrait, semblait touché par le récit. C'est à ce moment que nous avons vraiment compris que les capacités émotionnelles des félins sauvages étaient bien plus complexes que ce que la science avait établi jusque-là, poursuivit Dr Lavoie. Luna ne réagissait pas simplement à la disparition d'un compagnon de jeu, elle vivait un véritable deuil. Et maintenant, elle a trouvé Eclipse, murmura Emma, regardant son chaton avec des yeux nouveaux. Elle pense qu'il est Shadow. Pas exactement, corrigea doucement Dr Lavoie. Les animaux ne conceptualisent pas la mort et le retour comme nous, mais l'apparence similaire a probablement déclenché quelque chose en elle, des souvenirs, des émotions associées, et d'une certaine façon. Elle s'approcha de Luna et caressa délicatement sa tête, le lynx fermant les yeux sous la caresse. D'une certaine façon, elle a voulu protéger ce petit être qui lui rappelait tant son ami perdu. C'est pour ça qu'elle l'a emmené à la cabane, comprit Pierre. Un lieu sûr dans sa mémoire. Exactement, confirma Dr Lavoie. Pour Luna, cette cabane représente la sécurité, le soin, peut-être même le début de sa relation avec Shadow, puisque c'est ici qu'elle a commencé sa convalescence. Gabriel secouait la tête, émerveillé. C'est extraordinaire. La complexité cognitive que cela implique. Nous devrions documenter cela, publier une étude. C'est bien mon intention, sourit Dr Lavoie. Mais d'abord, nous devons décider quoi faire maintenant. Elle se tourna vers Emma et ses parents. Votre chaton est sain et sauf, mais Luna a créé un lien. La séparer brutalement pourrait provoquer un nouveau traumatisme. Emma serra Eclipse contre elle, soudain protectrice. Vous ne pouvez pas le garder, c'est mon chat. Bien sûr que non, la rassura Dr Lavoie. Mais peut-être pourrions-nous trouver un compromis, une façon de maintenir un certain contact sous supervision, dans le cadre de notre étude ? Marie et Pierre échangèrent un regard incertain. Qu'est-ce que cela impliquerait exactement ? Demanda Pierre. Avant que Dr Lavoie ne puisse répondre, un bourdonnement insistant retentit, son téléphone satellite. Elle s'excusa et s'éloigna de quelques pas pour répondre. Son expression passa rapidement de la surprise à l'inquiétude. « Un problème ?» demanda Gabrielle lorsqu'elle revint vers le groupe. « Potentiellement, » admit-elle. « C'était mon équipe au centre. Nous avons reçu la visite d'inspecteurs du ministère de l'Environnement et de représentants d'une organisation qui s'appelle Liberté Sauvage. Ils exigent une inspection complète de nos installations et de nos protocoles de recherche. » « Liberté Sauvage ?» répéta Gabriel. « Ce groupe d'activistes radicaux, qu'est-ce qu'ils vous veulent ?» Dr Lavoie soupira. « Ils ont eu vent de notre programme de recherche sur les comportements sociaux interespèces. Ils prétendent que nous dénaturons les animaux sauvages, que nous les humanisons, au lieu de les préparer à retourner dans leur habitat naturel. »« C'est ridicule, » s'insurgea Gabriel. « Votre centre a l'un des meilleurs taux de réhabilitation et de relâché réussi de la province. »« La science et les faits importent peu face à l'idéologie, » répondit Dr Lavoie avec une grimace résignée. « Le problème, c'est que Luna est notre cas d'étude principal et elle est actuellement ici en train de fraterniser avec un chat domestique. » Ce qui donnerait raison à leurs accusations, compléta Pierre, comprenant l'implication. Du moins dans leur vision simpliste des choses, oui. Dr Lavoie se tourna vers Luna, qui s'était allongée paisiblement à quelques mètres, observant attentivement Eclipse dans les bras d'Emma. « Je dois la ramener au centre avant l'inspection.
mais j'hésite à la séparer brusquement d'Eclipse après qu'elle ait établi ce contact. Un silence pensif s'installa, chacun réfléchissant aux implications de la situation. Ce fut Emma qui rompit le silence, sa jeune voix portant une sagesse surprenante. « Et si Eclipse venait aussi ?» proposa-t-elle. Devant les regards étonnés des adultes, elle s'empressa d'expliquer. « Pas pour toujours, juste comme une visite, pour que Luna ne soit pas triste, et peut-être que les inspecteurs pourraient voir par eux-mêmes que ce n'est pas mal ce que vous faites, que c'est spécial. » Docteur Lavoie considéra la suggestion, un sourire naissant sur ses lèvres. Ce n'est pas une mauvaise idée en fait. Une démonstration concrète de ce que nous étudions pourrait être plus convaincante que toutes les explications théoriques. « Attendez, » intervint Marie inquiète. « Vous voulez emmener notre chat dans un centre rempli d'animaux sauvages? C'est beaucoup trop dangereux. »« Pas nécessairement, » répondit Docteur Lavoie. Notre centre est conçu avec des zones sécurisées séparées. Luna a son propre enclos enrichi, isolé des autres prédateurs, et nous avons tout l'équipement nécessaire pour assurer la sécurité d'un petit félin comme Eclipse. Pierre semblait partagé. Je ne sais pas, c'est une situation tellement inhabituelle. Gabriel, qui était resté silencieux, se racla la gorge. Si je peux me permettre, cette situation représente une opportunité scientifique extraordinaire. La compréhension que nous pourrions acquérir sur les capacités cognitives et émotionnelles des félins sauvages pourrait révolutionner nos approches de conservation. Emma regardait ses parents avec une intensité presque palpable, serrant toujours Eclipse contre elle. « S'il vous plaît, » plaida-t-elle, « je veux aider Luna, et Eclipse n'a pas l'air d'avoir peur. » C'était vrai. Le petit chat noir, loin d'être traumatisé par son aventure, semblait parfaitement à l'aise, ronronnant dans les bras de sa jeune maîtresse, tout en jetant occasionnellement des regards curieux vers le lynx. Marie et Pierre échangèrent un long regard, communiquant silencieusement comme seuls les couples de longue date savent le faire. Finalement, Pierre soupira. « Si nous acceptons, » dit-il lentement, s'adressant au docteur Lavoie, « nous voulons être présents, tous les trois. Et à la première indication que Eclipse est en danger ou stressé, nous le ramenons immédiatement. » Docteur Lavoie hocha la tête, son visage s'illuminant. « Bien sûr. En fait, votre présence serait précieuse. Vous pourriez témoigner de la façon dont Luna a abordé Eclipse, de son comportement non agressif. Cela renforcerait considérablement notre position face aux inspecteurs. » Gabriel intervint, son enthousiasme professionnel évident. « J'aimerais également y participer, si vous me le permettez. Mes observations pourraient apporter une validation externe à votre travail. Plus nous aurons d'experts et de témoins, mieux ce sera, » acquiesça Docteur Lavoie. Elle consulta sa montre. « L'inspection est prévue pour 14 heures. Nous avons environ 3 heures pour retourner au centre et nous préparer. »« Comment allons-nous transporter Luna ?» demanda Pierre, regardant le lynx avec un mélange de fascination et d'appréhension. Docteur Lavoie sourit. « Luna est habituée au transport. Elle monte volontairement dans sa caisse spéciale dans ma Jeep. » Elle se tourna vers le félin sauvage et émit un petit sifflement mélodieux. Luna se leva immédiatement, ses oreilles pointées vers l'avant en signe d'attention. « Voyez, elle comprend certains signaux spécifiques. » C'est l'une des nombreuses capacités cognitives que nous étudions. L'agent Martin, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de l'échange, rangea finalement son drone et s'éclaircit la gorge. Je devrais probablement retourner en ville et classer cette affaire comme résolue, à moins que vous n'ayez encore besoin de moi. Je pense que nous pouvons gérer la situation à partir de maintenant, répondit Pierre en lui tendant la main. Merci pour votre aide, agent. Sans votre drone, nous n'aurions peut-être pas retrouvé Eclipse aussi rapidement. Après le départ de l'agent, le groupe se prépara pour le voyage vers le centre de recherche sur les félins.
Docteur Lavoie guidait Luna avec des commandes douces et des gestes subtils, l'animal répondant avec une obéissance qui aurait semblé impossible pour un lynx sauvage ordinaire. « C'est extraordinaire », murmura Gabriel en observant l'interaction. Elle maintient ses instincts de chasse, ses comportements territoriaux typiques, mais a développé en parallèle cette capacité à interagir avec les humains d'une façon presque collaborative, compléta Docteur Lavoie. C'est le terme que nous utilisons dans nos études. Luna n'est pas domestiquée, elle est collaborative. Elle choisit de coopérer quand elle y trouve un intérêt ou un confort. Le trajet jusqu'au centre prit près d'1 heure sur des routes forestières sinueuses. Emma tenait Eclipse sur ses genoux dans la voiture de ses parents, qui suivait la Jeep du docteur Lavoie, où Luna voyageait paisiblement dans sa cage de transport spécial. Gabriel les accompagnait, notant déjà ses observations dans un petit carnet. Le centre de recherche sur les félins de l'Est du Canada apparut finalement au détour d'un virage, un complexe moderne mais discret, intégré harmonieusement dans le paysage forestier. Des bâtiments bas en bois et en verre s'articulaient autour d'enclos extérieurs spacieux, le tout entouré d'une clôture haute mais élégante. « C'est beaucoup plus grand que je ne l'imaginais », commenta Marie alors qu'ils se garaient devant l'entrée principale. « Nous accueillons diverses espèces de félins sauvages », expliqua Docteur Lavoie en les rejoignant. « Principalement pour réhabilitation, mais certains spécimens comme Luna font partie de nos programmes de recherche à long terme. » À peine avait-il franchi les portes du bâtiment administratif qu'une jeune femme à l'air préoccupé se précipita vers eux. « Docteur Lavoie, enfin !» s'exclama-t-elle, visiblement soulagée. « Ils sont déjà là, ils sont arrivés en avance. »« Qui, Mélanie? Les inspecteurs du ministère ?»« Eux et les militants de Liberté sauvage », confirma Mélanie, jetant un regard nerveux vers la cage de transport de Luna. « Ils insistent pour voir tous les animaux, particulièrement Luna. J'ai essayé de leur expliquer qu'elle était sortie pour un examen de territoire, mais ils ne me croient pas. » Docteur Lavoie garda son calme, bien que son expression se soit durcie. « Où sont-ils maintenant ?» Dans la salle de conférence avec le docteur Moreau. Il essaie de les occuper avec une présentation de nos protocoles, mais il s'impatiente. « Bien. » Docteur Lavoie se tourna vers les Tremblay et Gabriel. « Changement de plan. Mélanie, peux-tu emmener Luna dans son enclos par l'entrée arrière et escorte nos invités jusqu'à la zone d'observation sécurisée. Je vais aller affronter nos visiteurs et les amener ensuite. » Mélanie acquiesça, prenant en charge la cage de Luna avec des gestes assurés qui témoignaient de son habitude à manipuler des félins sauvages. Elle remarqua alors Eclipse dans les bras d'Emma et ses yeux s'écarquillèrent. « Est-ce que c'est... » ?»« Oui, c'est le chat domestique que Luna a adopté, » confirma Docteur Lavoie. « C'est une longue histoire que je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, assure-toi qu'il soit installé confortablement dans la zone d'observation adjacente à l'enclos de Luna. » Tandis que Docteur Lavoie se dirigeait d'un pas décidé vers la salle de conférence, Mélanie guida le reste du groupe à travers un dédale de couloirs aux murs ornés de photographies saisissantes de félins sauvages en action. « Je suis étudiante en doctorat, » expliqua-t-elle en réponse au regard interrogateur de Pierre. « Je travaille sur ma thèse concernant les adaptations comportementales des prédateurs en environnement modifié par l'homme. Luna est mon sujet d'étude principal. » « Elle semble très spéciale, » remarqua Emma, qui marchait à côté d'elle, Eclipse toujours blottie dans ses bras. « Tu n'as pas idée, » sourit Mélanie. « Elle a complètement révolutionné notre compréhension de la plasticité comportementale des lynx. La plupart des félins sauvages réhabilités maintiennent une distance de sécurité avec les humains, même ceux qui les ont soignés. Mais Luna, elle a développé ce que nous appelons une socialité sélective. » Ils arrivèrent enfin devant une large baie vitrée donnant sur un enclos spacieux et naturellement aménagé. Arbres, rochers, petits monticules et même un ruisseau artificiel
créait un environnement riche et stimulant. « Voici la maison de Luna », annonça Mélanie avec une fierté évidente. « Nous l'avons conçue pour reproduire son habitat naturel, tout en permettant une observation scientifique discrète. » Pendant que Mélanie introduisait Luna dans son enclos par une entrée latérale sécurisée, Gabriel examinait le dispositif avec un œil professionnel appréciateur. « C'est remarquablement bien pensé », commenta-t-il. « Je vois que vous avez intégré les dernières recommandations en matière d'enrichissement comportemental. » Le docteur Lavoie insiste pour que chaque aspect de nos installations respecte les plus hauts standards de bien-être animal, répondit Mélanie en revenant vers eux. C'est ce qui rend les accusations de liberté sauvage si frustrantes. À peine Luna avait-elle commencé à explorer son enclos, flairant les nouveaux enrichissements que l'équipe avait installés pendant son absence, que la porte de la salle d'observation s'ouvrit brusquement. Le docteur Lavoie entra, suivi par un groupe hétéroclite de personnes à l'attitude contrastée. En tête se trouvait un homme d'une 50aine d'années en costume-cravate impeccable, une mallette à la main et une expression neutre professionnelle sur le visage. Derrière lui, une femme élégante en tailleur sobre portant un badge du ministère de l'Environnement. Fermant la marche, deux personnes dont l'apparence trahissait immédiatement leur appartenance à Liberté Sauvage, un jeune homme barbu, aux cheveux rassemblés en chignon, vêtu d'une veste en matériaux recyclés couverte de badges militants, et une femme d'une 30aine d'années, dont les yeux vifs et le maintien assuré suggéraient qu'elle était la porte-parole du groupe. « Voici donc le fameux spécimen Luna », déclara cette dernière sans préambule, s'approchant de la vitre pour observer le lynx. « Et je constate qu'elle porte toujours ce collier invasif. »« Un collier émetteur standard, Madame Desmarais », corrigea patiemment Dr Lavoie, « conçu spécifiquement pour être le moins contraignant possible. Luna ne montre aucun signe d'inconfort ou de comportement d'automutilation, contrairement à ce que suggèrent vos rapports. » L'homme du ministère s'éclaircit la gorge. « Nous sommes ici pour une évaluation objective, docteur Lavoie. Pourriez-vous nous présenter les personnes présentes ?»« Bien sûr, monsieur Bergeron. » Docteur Lavoie désigna tour à tour les membres du groupe. « Voici Gabriel Morin, biologiste au Centre de conservation de la faune, et la famille Tremblay, Pierre, Marie et leur fille Emma. Ils sont ici en tant que témoins d'un comportement remarquable que Luna a manifesté aujourd'hui même et qui illustre parfaitement l'objectif de nos recherches. » Les regards se tournèrent vers Emma qui tenait toujours Éclipse dans ses bras. Le chaton, loin d'être intimidé par tous ces étrangers, observait son environnement avec une curiosité tranquille. « Est-ce un chat domestique ?» demanda Madame Desmarais, son ton accusateur. « Vous introduisez des animaux domestiques dans votre prétendue recherche sur les félins sauvages ?»« C'est précisément ce dont je voulais vous parler, » intervint Dr Lavoie avec un calme calculé. « Ce matin, Luna a démontré un comportement qui remet fondamentalement en question nos conceptions traditionnelles sur les instincts prédateurs innés des félins sauvages. » Elle entreprit alors de raconter l'extraordinaire événement de la matinée, comment Luna avait adopté Éclipse plutôt que de le considérer comme une proie, comment elle l'avait emmené en sécurité dans la vieille cabane forestière, et comment ce comportement s'inscrivait dans la continuité de sa relation précédente avec Shadow. Au fur et à mesure que Dr Lavoie parlait, l'expression de M. Bergeron passait de la neutralité professionnelle à un intérêt non dissimulé. La représentante du ministère prenait des notes abondantes, son stylo courant sur son carnet. Seuls les militants de Liberté Sauvage maintenaient une expression sceptique, voire hostile. « Et vous voudriez nous faire croire que ce comportement est naturel ?» lança finalement le jeune homme barbu. « C'est exactement ce que nous dénonçons. Vous avez tellement dénaturé cet animal qu'il ne sait même plus reconnaître une proie. » « Au contraire, monsieur Leclerc, » répondit calmement Gabriel, intervenant pour la première fois. « Luna chasse parfaitement bien des proies sauvages dans son territoire. N'est-ce pas, docteur Lavoie ? » « Absolument.
Nos caméras de surveillance la documentent régulièrement en train de chasser des lièvres, des écureuils et autres petits mammifères avec toute l'efficacité d'un lynx sauvage. Sa capacité à discriminer entre un chat domestique et une proie naturelle n'est pas un déficit comportemental. C'est une adaptation cognitive remarquable. Une adaptation qui n'aurait jamais eu lieu sans votre interférence, rétorqua Madame Desmarais. Emma, qui avait écouté attentivement, s'avança soudain. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix claire qui surprit les adultes. « Mais n'est-ce pas justement ce qui est intéressant? Que Luna puisse apprendre et changer. N'est-ce pas ce que font tous les animaux pour survivre ?» Un silence suivit cette intervention inattendue. Monsieur Bergeron sourit légèrement, visiblement impressionné par la perspicacité de la jeune fille. « Une observation pertinente, jeune demoiselle, » concéda-t-il. « L'adaptabilité est effectivement un facteur clé de survie évolutive. » Profitant de cette ouverture, Dr Lavoie reprit la parole. « Ce que nous étudions ici, c'est précisément cette capacité d'adaptation comportementale. Dans un monde de plus en plus anthropisé, les espèces qui survivront seront celles capables de s'adapter aux changements induits par l'homme sans pour autant perdre leurs instincts fondamentaux. » « Mais à quel prix ?» insista Madame Desmarais. « Ce lynx ne pourra jamais être relâché dans la nature. Vous l'avez condamné à une vie de captivité. » « C'est inexact, » intervint Mélanie, qui s'était tenue discrètement en arrière jusqu'alors. « Luna n'est pas confinée à cet enclos. Elle effectue régulièrement des sorties en territoire sauvage, comme ce matin. Elle choisit de revenir. » « Choisit ?» Le ton de Madame Desmarais était ouvertement moqueur. « Vous anthropomorphisez un animal sauvage. Les lynx ne choisissent pas, ils suivent leurs instincts. Cette dichotomie entre choix conscient et instinct est dépassée en sciences cognitives modernes, » répliqua Gabriel. « Les recherches récentes montrent que de nombreuses espèces, particulièrement les mammifères prédateurs, possèdent des capacités décisionnelles bien plus complexes que ce que nous pensions. » Pendant que cette discussion animée se poursuivait, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans l'enclos. Luna, qui avait exploré son territoire et marqué quelques endroits stratégiques, s'était approchée de la vitre d'observation. Son attention semblait entièrement focalisée sur Eclipse, toujours dans les bras d'Emma. Le petit chat noir, sentant cette attention, se mit à s'agiter légèrement, miaulant doucement. Emma, surprise, desserra son étreinte. « Je crois qu'il veut la voir de plus près, » murmura-t-elle à sa mère. Avant que quiconque puisse réagir, Eclipse sauta des bras d'Emma et se dirigea vers la vitre. De l'autre côté, Luna s'approcha jusqu'à toucher presque la paroi transparente avec son museau. « Incroyable !» souffla Monsieur Bergeron, observant la scène avec fascination. Mélanie s'approcha discrètement du docteur Lavoie. « Devrions-nous utiliser la trappe d'enrichissement ?» chuchota-t-elle. Docteur Lavoie hésita, évaluant rapidement la situation. « C'est risqué avec les inspecteurs présents. Mais c'est une opportunité unique de démontrer votre point, » insista Gabriel qui avait entendu l'échange. Après un moment de réflexion, Docteur Lavoie acquiesça. « Prépare la trappe numéro 3, celle avec le sas de sécurité. » Tandis que Mélanie s'activait discrètement près d'un panneau de contrôle, Docteur Lavoie se tourna vers les Tremblay. « Avec votre permission, nous pourrions tenter une interaction contrôlée entre Luna et Eclipse. Notre enclos est équipé d'un système de trappe d'enrichissement qui permettrait à Eclipse d'entrer dans un compartiment sécurisé à l'intérieur de l'habitat de Luna, séparé par une grille. » Marie pâlit visiblement. « Vous voulez mettre notre chat dans la cage d'un prédateur sauvage ?»« Dans un compartiment totalement sécurisé, » précisa Docteur Lavoie. « Eclipse pourrait ressortir à tout moment. C'est un protocole que nous utilisons régulièrement pour l'enrichissement cognitif de Luna. » Pierre semblait partagé, mais Emma intervint avec conviction. « Il faut essayer, papa. Regarde comment il se regarde. » En effet, la scène qui se déroulait de part et d'autre de la vitre était saisissante.
Luna avait posé ses pattes avant contre la paroi transparente, ses oreilles dressées en avant dans une attitude d'attention intense. Eclipse, quant à lui, avait commencé à frotter sa tête contre la vitre, exactement comme il l'aurait fait contre la jambe de sa jeune maîtresse, un comportement de marquage affectueux typique des chats domestiques. « Regardez ça », murmura Gabriel, fasciné. Le langage corporel de Luna n'est absolument pas celui d'un prédateur en mode chasse. Pas de posture basse, pas de mouvement furtif, pas de fixation des yeux caractéristiques de l'approche prédatrice. Et pourtant, c'est un lynx adulte face à ce qui devrait être une proie idéale, compléta Dr Lavoie, saisissant l'opportunité pédagogique. Un petit animal sans défense, de la taille parfaite pour une capture efficace. Même Madame Desmarais semblait momentanément déstabilisée par ce qu'elle observait, bien qu'elle s'efforçait de maintenir son expression critique. Ce comportement pourrait être le résultat d'un conditionnement artificiel, objecta-t-elle, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. Pierre et Marie échangèrent un long regard, communiquant silencieusement. Finalement, Pierre hocha légèrement la tête. « Nous acceptons l'expérience », annonça Marie, mais sous plusieurs conditions. Premièrement, Emma reste ici avec nous. Deuxièmement, au moindre signe de danger, vous sortez immédiatement Eclipse. Et troisièmement, nous voulons une explication complète du dispositif de sécurité avant de commencer. Absolument, acquiesça Dr Lavoie. Elle fit signe à Mélanie, qui s'approcha avec un petit boîtier de contrôle. « Laissez-moi vous expliquer notre système d'enrichissement sécurisé. » Pendant les minutes qui suivirent, Dr Lavoie détailla le fonctionnement du dispositif. Une petite trappe latérale menant à un compartiment grillagé dans l'enclos, conçu initialement pour introduire des stimuli cognitifs variés pour Luna. Le compartiment était équipé d'une double porte de sécurité et pouvait être évacué instantanément en cas de besoin. Nous utilisons habituellement ce système pour présenter à Luna différents défis cognitifs, puzzles alimentaires, nouveaux objets à explorer, stimuli olfactifs, expliqua Mélanie. Cela nous permet d'étudier ses capacités d'apprentissage et d'adaptation sans aucun risque. Et vous proposez d'y mettre un être vivant, s'indigna le jeune homme de Liberté sauvage. C'est de l'expérimentation animale déguisée en recherche. Au contraire, intervint Gabriel, c'est une opportunité d'observation éthique dans un environnement contrôlé. Aucun des deux animaux ne sera contraint ou mis en danger. Monsieur Bergeron, qui avait suivi l'échange avec un intérêt croissant, s'adressa directement à Emma. « Et toi, jeune fille, qu'en penses-tu? C'est ton chat, après tout. » Emma caressa doucement Eclipse, qui ronronnait toujours dans ses bras, tout en gardant son attention fixée sur Luna. « Je pense qu'ils veulent être ensemble, » dit-elle simplement. « Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Eclipse n'a pas peur. » Cette observation, dans sa simplicité enfantine, sembla toucher quelque chose chez les adultes présents. Même les militants de Liberté sauvage échangèrent un regard incertain. « Procédons », décida finalement Dr Lavoie. « Mélanie, prépare le compartiment. Monsieur Bergeron, Madame Richard, vous pourrez observer depuis cette position privilégiée. Madame Desmarais, Monsieur Leclerc, je vous invite à vous rapprocher également. » Pendant que Mélanie activait le système, un léger bourdonnement se fit entendre et une petite trappe s'ouvrit dans le mur adjacent à la vitre d'observation. Dans l'enclos, Luna tourna immédiatement la tête vers ce bruit familier, ses oreilles pivotant avec intérêt. « Cette ouverture mène à un sas sécurisé », expliqua Dr Lavoie à Emma. « Tu n'as qu'à poser Eclipse à l'entrée. S'il choisit d'entrer, il le fera de lui-même. S'il préfère rester ici, nous respecterons son choix. » Emma s'approcha de la trappe ouverte et posa délicatement Eclipse au sol devant l'ouverture. Le chaton renifla l'entrée avec curiosité, ses moustaches frémissantes, alors qu'il analysait les nouvelles odeurs. De l'autre côté de l'enclos, Luna s'était approchée du compartiment grillagé.
observant avec une attention soutenue. Elle émit un son étrange, ni un grondement ni un miaulement, mais quelque chose entre les deux, un appel doux que personne dans la pièce n'avait jamais entendu auparavant. La réaction d'Eclipse fut immédiate. Sans la moindre hésitation, il s'engouffra dans le tunnel, disparaissant momentanément de la vue, avant de réapparaître de l'autre côté, dans le compartiment grillagé. Un silence absolu s'abattit sur la salle d'observation. Même les militants de Liberté sauvage semblaient hypnotisés par la scène qui se déroulait devant eux. Luna s'approcha du compartiment d'un pas mesuré, sans précipitation, maintenant une posture détendue qui n'évoquait en rien celle d'un prédateur. Eclipse, de son côté, se dirigea vers la grille de séparation sans la moindre crainte apparente, miaulant doucement. Ce qui se passa ensuite laissa les observateurs stupéfaits. Luna s'allongea gracieusement devant la grille, puis roula sur le côté, exposant son ventre, une posture de vulnérabilité extrême qu'aucun prédateur n'adopterait face à une menace potentielle. Eclipse, comme en réponse à cette invitation, se frotta contre la grille, ronronnant si fort que le son était audible même à travers la vitre d'observation. « Incroyable !» murmura M. Bergeron, oubliant momentanément son rôle officiel. « On dirait presque qu'il communique. » « Il communique effectivement », confirma Dr Lavoie, sa voix vibrante d'émotion contenue. « Ce que vous observez est un échange complexe de signaux sociaux interespèces. Luna utilise un langage corporel délibérément non menaçant, tandis qu'Eclipse répond avec des comportements d'affiliation typiques de son espèce. » « Mais pourquoi ?» demanda la représentante du ministère, visiblement fascinée. « Quel avantage évolutif cela représente-t-il ?» « C'est la question centrale de notre recherche, » répondit Dr Lavoie. « L'hypothèse traditionnelle voudrait que les comportements sociaux soient strictement intra-espèces, motivés par des avantages reproductifs ou de survie du groupe. Mais ce que Luna nous montre, c'est que la socialité féline peut transcender ses limites. » Gabriel s'approcha de la vitre, notant frénétiquement ses observations. Le plus fascinant, c'est que Luna n'a pas été conditionnée à interagir spécifiquement avec Eclipse. Elle a généralisé son expérience précédente avec Shadow à un nouveau chat qu'elle n'avait jamais rencontré avant. Une capacité d'abstraction remarquable, approuva Dr Lavoie. Luna ne réagit pas simplement à un individu spécifique. Elle a développé une catégorie cognitive qu'on pourrait appeler « petit félin noir ami », distincte de petit animal proie. Emma, qui n'avait pas quitté des yeux les deux félins, remarqua quelque chose. « Regardez, Luna fait la même chose qu'Eclipse quand il est content. » En effet, le lynx avait commencé à fermer lentement les yeux, puis à les rouvrir, l'équivalent félin du sourire, un signal d'apaisement et de confiance bien connu des propriétaires de chats. « C'est un comportement de mimétisme social », expliqua Mélanie, aussi excitée qu'une enfant malgré son statut d'étudiante chercheuse. Luna a intégré certains codes de communication spécifiques aux chats domestiques pour faciliter l'interaction. Même Madame Desmarais, la militante la plus véhémente de Liberté sauvage, semblait troublée par ce qu'elle observait. Son expression oscillait entre le scepticisme professionnel qu'elle s'efforçait de maintenir et une fascination bien humaine qu'elle ne parvenait pas entièrement à dissimuler. Admettons que cette interaction soit inhabituelle, concéda-t-elle finalement. Cela ne justifie pas pour autant de maintenir un prédateur sauvage en captivité pendant des années. Vous interférez avec le cours naturel de l'évolution pour satisfaire votre curiosité scientifique. Dr Lavoie accueillit cette critique avec un calme patient. Je comprends votre préoccupation, Madame Desmarais, mais permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que le cours naturel de l'évolution dans un monde où l'impact humain a transformé presque tous les habitats naturels? La forêt où Luna a été trouvée est traversée par des routes, exploitée pour son bois, fréquentée par des randonneurs. Sans parler des braconniers qui ont tué sa mère, ajouta Pierre, qui avait écouté attentivement.
Exactement, poursuivit Dr Lavoie. Dans ce contexte, les capacités adaptatives que Luna développe ici pourraient être cruciales pour la survie à long terme de son espèce. Notre recherche ne vise pas à humaniser les lynx, mais à comprendre comment ils peuvent s'adapter à un monde de plus en plus anthropisé. Monsieur Bergeron, qui prenait des notes détaillées, intervint avec une question pertinente. Dr Lavoie, comment distinguez-vous une véritable adaptation cognitive de ce qui pourrait être un simple conditionnement lié à votre protocole de réhabilitation? Une excellente question, approuva Dr Lavoie. C'est pourquoi nos protocoles d'études incluent des périodes régulières où Luna évolue en territoire sauvage, sans aucune intervention humaine. Nous documentons ses comportements de chasse, son utilisation du territoire, ses interactions avec d'autres espèces, et ce que nous observons est fascinant. Luna maintient tous les comportements typiques d'un lynx sauvage, marquage territorial, techniques de chasse sophistiquées, évitement des humains inconnus, tout en ayant développé cette capacité unique à distinguer entre différentes catégories d'interactions potentielles. Pendant ce temps, dans l'enclos, l'interaction entre Luna et Eclipse avait évolué. Le petit chat noir, enhardi par l'accueil amical de Luna, s'était couché tout contre la grille, son corps le plus près possible du lynx. Luna, de son côté, avait étendu une patte vers la séparation, comme si elle cherchait à établir un contact physique. « C'est extraordinaire », murmura Gabriel. « On dirait qu'ils cherchent à recréer le contact qu'ils avaient dans la forêt avant notre intervention. »« C'est possible de les laisser vraiment ensemble ?» demanda soudain Emma, ses yeux passant de Dr Lavoie à ses parents. « Sans la grille, je veux dire. » Un silence tendu suivit cette question. Marie serra instinctivement la main de sa fille. « Emma, chérie, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Luna est toujours un animal sauvage, quelles que soient ses intentions. » En fait, intervint Mélanie avec hésitation, nous avons déjà documenté des interactions directes entre Luna et d'autres animaux dans un contexte contrôlé, notamment avec des cerfs orphelins en réhabilitation et avec Shadow, bien sûr. Dr Lavoie jeta un regard prudent vers les inspecteurs et les militants avant de préciser « Ces protocoles sont exceptionnels et soumis à des mesures de sécurité extrêmement strictes. Nous ne les mettons en œuvre que lorsque les bénéfices scientifiques ou thérapeutiques justifient le risque minimal encouru. » « Thérapeutique ?» releva la représentante du ministère, Madame Richard, avec intérêt. « Oui », confirma Dr Lavoie, semblant soulagé de pouvoir aborder cet aspect de leur recherche. Au-delà de l'étude cognitive fondamentale, nous explorons les applications potentielles de ces interactions interespèces pour la réhabilitation d'animaux traumatisés. Les résultats préliminaires sont prometteurs. Monsieur Bergeron consulta rapidement ses notes. Je ne vois aucune mention de cette dimension thérapeutique dans les documents que vous avez soumis au ministère. C'est un axe de recherche récent, expliqua Dr Lavoie. Nous attendions d'avoir des résultats plus substantiels avant de le formaliser dans notre demande de financement. La tension dans la salle était palpable. Le sort du programme de recherche semblait suspendu à la décision que prendraient les inspecteurs face à cette révélation. C'est alors qu'un événement inattendu détourna l'attention de tous. Dans l'enclos, Luna s'était redressée et avait commencé à émettre une série de vocalisations douces mais insistantes, un appel clairement dirigé vers Eclipse. Le petit chat noir répondait par des miaulements aigus, ses pattes avant grattant la grille de séparation avec une énergie croissante. « Que se passe-t-il » demanda Pierre, soudain inquiet. Mélanie, qui avait observé attentivement les deux félins, répondit avec émerveillement. « Ils négocient. Luna utilise les vocalisations caractéristiques que nous avons documentées lors de ses interactions avec Shadow. C'est un appel à l'approche, généralement suivi d'un jeu social ou d'un toilettage mutuel. « Est-ce que Luna est frustrée par la barrière ?» demanda Madame Richard. « Pas exactement frustrée, » nuança Dr Lavoie. « Je dirais plutôt qu'elle exprime une préférence claire pour une interaction plus directe. »
Le jeune militant, M. Leclerc, qui était resté relativement silencieux, intervint soudain avec passion. « Vous voyez, même dans votre environnement artificiel contrôlé, vous imposez des frustrations à cet animal. Comment pouvez-vous prétendre respecter sa nature sauvage tout en lui imposant ces contraintes arbitraires ?» Avant que Dr Lavoie ne puisse répondre, Emma s'avança, son expression reflétant une détermination tranquille qui surprit les adultes. « Ce n'est pas juste de dire ça, » dit-elle, s'adressant directement aux militants. « Luna a choisi de revenir ici après être allée dans la forêt ce matin. Elle aurait pu rester libre, mais elle est revenue. Et maintenant, elle choisit de vouloir être avec Eclipse. Ça me semble être beaucoup de choix pour un animal qu'on prétend être prisonnier. » Un silence impressionné suivit cette intervention. Même Madame Desmarais semblait momentanément déstabilisée par la logique imparable de la jeune fille. Monsieur Bergeron tout sauta légèrement. « Je dois dire que la jeune demoiselle soulève un point intéressant. Docteur Lavoie, vos données sur les retours volontaires de Luna après ses excursions sont-elles bien documentées ?» « Exhaustivement, confirma Docteur Lavoie. Nous disposons de plus de 3 années de données GPS, de vidéos de surveillance et d'analyses comportementales détaillées. Luna a systématiquement choisi de revenir au centre après chaque période en territoire libre, généralement dans un délai de 24 à 72 heures. « Et pourquoi, selon vous, fait-elle ce choix ?» demanda Madame Richard. Docteur Lavoie réfléchit un instant avant de répondre. « Notre hypothèse est que Luna a développé ce que nous appelons un territoire étendu multimodal, une conception de son espace qui intègre à la fois l'environnement naturel, où elle peut exprimer ses comportements de chasse et d'exploration, et l'environnement du centre, qui représente pour elle une zone sociale sécurisée. » L'interaction entre Luna et Eclipse s'intensifiait. Le lynx avait commencé à faire les 100 pas devant la grille, s'arrêtant régulièrement pour émettre ses vocalisations particulières que l'équipe n'avait plus entendues depuis Shadow. Eclipse, de son côté, miaulait avec une insistance croissante, tentant même parfois de passer ses petites pattes à travers les barreaux. « Ils sont vraiment déterminés à être ensemble », observa Gabriel, fasciné par l'intensité de leur communication. Docteur Lavoie échangea un regard avec Mélanie, puis se tourna vers les Tremblay. « Je sais que cela peut sembler risqué, mais, avec votre permission, je voudrais proposer une interaction directe supervisée. Nous avons tous les protocoles de sécurité en place et je suis convaincu que le risque est minimal. » Marie serra instinctivement la main de Pierre. « Je ne sais pas. Et si quelque chose se passait mal ? Nous avons 2 soigneurs formés prêts à intervenir avec des tranquillisants à faible dose qui n'endommageraient ni Luna ni Eclipse, assura Docteur Lavoie. Et nous pouvons interrompre l'interaction instantanément à la moindre indication de tension. C'est totalement irresponsable, s'exclama Madame Desmarais. Vous risquez la vie d'un animal domestique pour prouver une théorie scientifique douteuse. Ce n'est pas seulement pour la science, intervint calmement Emma. C'est aussi pour Luna et Eclipse. Ils veulent être ensemble, ça se voit. Un silence suivit cette déclaration simple mais profonde. Le docteur Lavoie sourit doucement à la jeune fille. Tu as raison, Emma. Notre recherche n'a de sens que si elle respecte le bien-être des animaux que nous étudions. Monsieur Bergeron, qui avait observé l'échange avec attention, s'éclaircit la gorge. D'un point de vue strictement réglementaire, je dois souligner que toute procédure non documentée dans vos protocoles approuvés pourrait potentiellement constituer une infraction. Je comprends, acquiesça Docteur Lavoie. Mais je souhaiterais invoquer la clause d'opportunité scientifique exceptionnelle prévue dans l'article 17 de notre agrément de recherche. La situation actuelle présente une valeur scientifique unique qui n'aurait pas pu être anticipée dans nos protocoles standards. Monsieur Bergeron hocha la tête, visiblement impressionné par la connaissance approfondie des réglementations dont faisait preuve Docteur Lavoie. Notez, dans ce cas,
Je consignerai cette procédure comme une extension exceptionnelle soumise à validation rétrospective par le comité d'éthique. Pierre et Marie semblaient toujours hésitants, mais Emma les regardait avec des yeux suppliants. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Je sais que c'est la bonne chose à faire. » Après un long moment, Pierre soupira. « D'accord, mais nous voulons être présents et pouvoir arrêter l'expérience à tout moment si nous estimons qu'Eclipse est en danger. »« Absolument, » confirma Dr Lavoie. Elle se tourna ensuite vers les représentants de Liberté Sauvage. « Madame Desmarais, Monsieur Leclerc, je comprends vos réserves, mais je vous invite à observer cette interaction avec un esprit ouvert. Ce que nous allons voir pourrait remettre en question certaines de nos présuppositions sur le comportement animal. » Sans attendre leur réponse, Dr Lavoie fit signe à Mélanie, qui activa une série de commandes sur le panneau de contrôle. Dans l'enclos, une petite lumière verte s'alluma au-dessus du compartiment grillagé. « C'est un signal que Luna reconnaît », expliqua Mélanie aux observateurs. « Il indique une ouverture imminente du compartiment. » Luna réagit immédiatement, reculant de quelques pas et s'asseyant dans une posture attentive, ses yeux fixés sur la grille. Ce comportement d'anticipation discipliné surprit visiblement les inspecteurs. « Elle comprend parfaitement le protocole », commenta Gabriel, impressionné. « Luna a participé à plus de 200 sessions d'enrichissement cognitif », précisa Dr Lavoie. « Elle a développé une compréhension remarquable des séquences procédurales. » Eclipse, quant à lui, ne semblait pas tout à fait comprendre ce qui se passait, mais l'excitation de Luna paraissait contagieuse. Il s'était mis à faire des allers-retours le long de la grille, sa queue dressée en point d'interrogation, un signe de curiosité et d'anticipation positive chez les félins domestiques. « Tout le monde est prêt ?» demanda Dr Lavoie. « Dès que la grille s'ouvrira, nous observerons sans intervenir, sauf en cas de nécessité absolue. Les mouvements brusques ou les voix fortes pourraient perturber l'interaction. » Après avoir reçu l'assentiment de tous les présents, même réticents de la part des militants, Dr Lavoie fit un signe à Mélanie. Un léger cliquetis mécanique se fit entendre et la grille commença à se soulever lentement. Ce qui suivit sembla se dérouler au ralenti. Luna resta parfaitement immobile, laissant à Eclipse le choix d'approcher ou non. Le petit chat noir marqua une brève hésitation, puis, à la surprise générale, il se précipita vers le lynx avec un enthousiasme débordant. Emma retint son souffle, sa main serrant celle de sa mère. Tous les yeux étaient rivés sur les deux félins, dans l'attente d'une réaction potentiellement dangereuse de Luna. Mais ce qui se produisit dépassa toutes les espérances. Avec une délicatesse extraordinaire pour un prédateur de sa taille, Luna baissa la tête vers Eclipse et commença à le renifler doucement. Le chaton, loin d'être intimidé, se dressa sur ses pattes arrière et frotta sa tête contre le menton du lynx, un geste d'affiliation typique des chats domestiques. « Mon Dieu !» souffla Madame Richard, la représentante du ministère. « C'est incroyable. » Pendant les minutes qui suivirent, l'Assemblée observa en silence une scène qui défiait tous les présupposés sur le comportement prédateur. Luna et Eclipse entamèrent une sorte de danse sociale complexe, reniflement mutuel, frottement de tête et finalement, le geste le plus significatif. Luna commença à lécher délicatement la tête d'Eclipse, reproduisant exactement le comportement de toilettage qu'une mère féline adopterait avec son petit. « Toilettage à l'eau maternelle », murmura Gabriel, prenant frénétiquement des notes. Un comportement hautement significatif dans la structure sociale des félins. Luna considère Eclipse comme « un membre de sa famille », demanda Pierre, visiblement stupéfait. « C'est une interprétation possible », acquiesça Dr Lavoie, son visage reflétant une émotion contenue. Les structures sociales des félins sont plus complexes que nous ne le pensions traditionnellement. Ce que nous observons ici suggère que Luna a développé une catégorie cognitive,
que nous pourrions appeler membres de groupes sociaux qui transcendent les limites de l'espèce. Même les militants de liberté sauvage semblaient momentanément sans voix face à cette démonstration. Emma, quant à elle, arborait un sourire radieux. « Je savais qu'ils s'aimaient bien », dit-elle simplement, comme si c'était l'évidence même. L'interaction se poursuivit, évoluant vers ce qui ressemblait étonnamment à une session de jeu. Luna s'allongea sur le côté, tandis qu'Eclipse bondissait autour d'elle, occasionnellement se jetant contre son flanc ou mordillant légèrement ses oreilles, exactement comme le ferait un chaton avec sa mère ou un compagnon de jeu. Luna répondait avec une retenue remarquable, simulant parfois des attaques au ralenti qui permettaient à Eclipse de gagner leur petit combat ludique. « C'est de l'anthropomorphisme », murmura finalement Madame Desmarais, brisant le silence respectueux qui s'était installé. Mais sa voix manquait de conviction, comme si elle tentait de se raccrocher à ses certitudes idéologiques face à une évidence visuelle qui les contredisait. « Nous projetons des émotions humaines sur un comportement animal instinctif. »« Je comprends votre réticence, » répondit doucement Dr Lavoie, sans quitter des yeux les deux félins qui continuaient leur interaction harmonieuse. « C'est une réaction scientifique prudente que j'ai moi-même eue pendant longtemps, mais regardez attentivement ce que vous observez. Ce n'est pas un comportement instinctif standard. Luna modifie délibérément sa force, sa vitesse et ses signaux corporels pour s'adapter à un individu d'une autre espèce. Et ce n'est pas un cas isolé, ajouta Mélanie, qui avait sorti une tablette et faisait défiler rapidement des images. Nous avons documenté plus de 40 sessions d'interaction entre Luna et divers animaux. Chaque fois, elle adapte son comportement en fonction de l'espèce, de la taille et du tempérament de l'autre animal. Monsieur Bergeron s'approcha pour examiner les images, son expression passant progressivement du scepticisme professionnel à une curiosité non dissimulée. « Ces données sont-elles incluses dans vos rapports trimestriels au ministère ?»« Partiellement, » admit Dr Lavoie. Certaines de ces observations sont si récentes ou si inattendues que nous sommes encore en train de les analyser rigoureusement avant publication. Je suggère que vous accélériez ce processus, conseilla M. Bergeron avec un léger sourire. Ce que nous voyons ici pourrait justifier une réévaluation complète des directives ministérielles sur les programmes de réhabilitation des prédateurs. Dans l'enclos, l'interaction avait évolué. Après plusieurs minutes de jeu énergique, Luna et Eclipse semblaient avoir atteint un équilibre plus calme. Le lynx s'était allongé dans un rayon de soleil filtrant à travers le toit partiellement vitré, tandis qu'Eclipse, dans un geste d'une audace stupéfiante, s'était confortablement installé entre ses pattes avant, se blottissant contre son poitrail, comme il l'aurait fait avec sa mère biologique. « Regardez leur synchronisation respiratoire », nota Gabriel, pointant vers les deux félins. « Leur rythme s'aligne parfaitement. C'est un indicateur physiologique d'attachement social qu'on observe généralement entre membres d'une même famille. » Madame Richard, la représentante du ministère, prenait des notes frénétiques. « Docteur Lavoie, vous avez mentionné des applications thérapeutiques potentielles. Pourriez-vous élaborer ?» Docteur Lavoie sembla hésiter, jetant un regard vers les militants avant de se décider à répondre. « Nos observations préliminaires suggèrent que ces interactions interespèces peuvent avoir un effet profondément apaisant sur des animaux ayant subi des traumatismes. Luna elle-même en est un exemple. Son lien avec Shadow a joué un rôle crucial dans sa réhabilitation après le traumatisme de la perte de sa mère et l'expérience du piège. Mais il ne s'agit pas que de bien-être animal, intervint Mélanie avec enthousiasme. Nous commençons à explorer les implications pour la conservation des espèces menacées. Si certains félins sauvages peuvent développer ces capacités d'adaptation cognitive et sociale, cela pourrait ouvrir de nouvelles approches pour leur protection dans des environnements de plus en plus fragmentés par l'activité humaine.
Vous suggérez que les lynx pourraient cohabiter pacifiquement avec les humains et leurs animaux domestiques? Demanda M. Leclerc, le jeune militant, avec une incrédulité manifeste. Pas exactement, nuança Dr Lavoie. Nous ne cherchons pas à domestiquer les prédateurs sauvages, ce serait contraire à notre mission de conservation. Ce que nous suggérons, c'est que certains individus, dans certaines circonstances, peuvent développer des stratégies cognitives qui redéfinissent leur relation avec leur environnement, y compris avec d'autres espèces. Emma, qui n'avait pas quitté des yeux les deux félins, posa soudain une question qui surprit tous les adultes par sa pertinence. Est-ce que d'autres lynx pourraient apprendre ce que Luna sait, comme si elle leur enseignait? Dr Lavoie sourit, visiblement impressionné. C'est une question fascinante, Emma. La transmission culturelle des comportements chez les félins sauvages est un domaine encore très peu étudié, mais certaines observations suggèrent que c'est possible. Les mères lynx enseignent des techniques de chasse spécifiques à leurs petits, qui peuvent varier d'une région à l'autre. C'est une forme d'apprentissage culturel. Nous avons justement un projet pilote en cours, ajouta Mélanie avec enthousiasme. Luna a récemment commencé à interagir avec un jeune lynx orphelin que nous réhabilitons. Les premières observations sont prometteuses. Cette révélation sembla raviver l'inquiétude de Madame Desmarais. Vous êtes en train de créer une génération de prédateurs dénaturés qui ne sauront plus comment survivre dans leur habitat naturel. Au contraire, répondit calmement Gabriel, intervenant en soutien à l'équipe de recherche. Si j'ai bien compris les données que vous m'avez montrées, Luna maintient tous ses comportements de chasse et de territoire lorsqu'elle est en environnement sauvage. Ce n'est pas un « ou » exclusif, c'est un « et » inclusif. Elle a élargi son répertoire comportemental sans perdre ses capacités innées. Un silence pensif suivit cette observation. Dans l'enclos, Eclipse s'était endormie, ronronnant paisiblement contre le flanc de Luna qui, tout en restant alerte, avait posé sa tête sur ses pattes avant dans une posture de détente. Que se passerait-il, demanda soudain Pierre, si Eclipse et Luna étaient séparés maintenant, après avoir établi cette connexion? La question toucha un point sensible. Dr Lavoie échangea un regard avec Mélanie avant de répondre avec honnêteté. Nous ne pouvons pas le prédire avec certitude. Lorsque Shadow est mort, Luna a montré des signes évidents de détresse émotionnelle. Mais chaque situation est unique. Je ne veux pas qu'il soit triste, intervint Emma, son expression reflétant une préoccupation sincère. Marie passa un bras autour des épaules de sa fille. Chérie, Eclipse est notre chat. Il doit rentrer à la maison avec nous. Un silence inconfortable s'installa, brisé finalement par M. Bergeron, qui semblait avoir pris une décision. Docteur Lavoie, compte tenu de ce que nous avons observé aujourd'hui, je suis disposé à recommander la continuation de votre programme de recherche sous certaines conditions. Le visage du docteur Lavoie s'illumina d'espoir. Quelles conditions? Premièrement, une documentation complète et transparente de toutes vos observations, y compris celles qui pourraient sembler anecdotiques ou préliminaires. Deuxièmement, l'établissement d'un comité de surveillance éthique, incluant des représentants externes, y compris... Il hésita un instant avant de poursuivre, y compris potentiellement des représentants d'organisations comme Liberté Sauvage, si elles acceptent de participer constructivement. Madame Desmarais parut surprise, mais ne rejeta pas immédiatement la proposition. Et troisièmement, poursuivit M. Bergeron, je souhaiterais voir un protocole formel concernant spécifiquement cette nouvelle relation entre Luna et... Il fit un geste vers Eclipse cherchant le terme approprié. La relation interespèce, compléta Dr Lavoie. Oui, nous pouvons certainement élaborer un tel protocole. Emma regardait alternativement ses parents et les deux félins endormis, son jeune visage reflétant le conflit intérieur qui l'habitait. Elle aimait Eclipse. Il était son compagnon, son ami,
une présence réconfortante dans sa vie quotidienne. Mais elle avait également été témoin de quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, quelque chose qui dépassait son attachement personnel. Et si, commença-t-elle timidement, et si Eclipse pouvait venir ici régulièrement, comme une sorte de visite? Docteur Lavoie, qui avait observé attentivement la jeune fille, s'approcha et s'accroupit pour se mettre à son niveau. C'est une idée intéressante, Emma. Nous pourrions envisager un protocole de visite régulière intégré à notre programme de recherche. Comme une garde partagée? Demanda Marie, surprise, mais pas entièrement opposée à l'idée. En quelque sorte, acquiesça Docteur Lavoie. Ce serait bénéfique pour notre recherche, bien sûr, mais aussi potentiellement pour Luna et Eclipse. Les liens sociaux sont importants pour le bien-être des félins, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Pierre semblait réfléchir sérieusement à cette proposition. Nous habitons à moins d'1 heure de route. Ce ne serait pas impossible, logistiquement parlant. Et nous pourrions documenter comment cette relation évolue dans le temps, ajouta Gabriel, l'enthousiasme scientifique évident dans sa voix. C'est une opportunité de recherche sans précédent. Monsieur Bergeron hocha la tête pensivement. Un tel arrangement devrait être formalisé dans vos protocoles, bien entendu. Mais je ne vois pas d'obstacle réglementaire tant que toutes les parties, humaines et animales, semblent en bénéficier. À la surprise générale, ce fut Madame Desmarais qui posa la question pratique suivante. Et qu'en est-il des périodes où Luna est en territoire libre? Comment géreriez-vous les visites alors? Une excellente question, reconnut Docteur Lavoie. Luna passe généralement 7 à 10 jours par mois en territoire libre. Nous pourrions programmer les visites d'Eclipse en fonction de ce calendrier. La discussion se poursuivit, élaborant les détails pratiques de cet arrangement inhabituel. Pendant ce temps, dans l'enclos, Eclipse s'était réveillé et s'étirait langoureusement contre le flanc de Luna. Le lynx ouvrit un œil paresseux, avant de commencer à lécher doucement la tête du petit chat noir. « Regardez » murmura Emma, interrompant la conversation des adultes. « Ils se disent bonjour. » En effet, les deux félins avaient entamé ce qui semblait être un rituel de toilettage mutuel, Eclipse tentant maladroitement de lécher l'imposante tête de Luna, qui se penchait patiemment pour lui faciliter la tâche. Le toilettage social est un comportement hautement significatif chez les félins, expliqua Mélanie. C'est à la fois un renforcement des liens et une expression de hiérarchie sociale bienveillante. Même M. Leclerc, le jeune militant le plus réticent, semblait touché par cette scène. « Je maintiens que les animaux sauvages devraient rester sauvages, » dit-il doucement, « mais je dois admettre que ce que nous voyons ici est spécial. » La journée touchait à sa fin et une décision devait être prise. Après une dernière consultation familiale à voix basse, Pierre se tourna vers le docteur Lavoie. « Nous acceptons votre proposition de visite régulière sous réserve que nous puissions interrompre l'arrangement si nous estimons qu'il devient préjudiciable pour Eclipse. » Bien entendu, acquiesça Docteur Lavoie. Notre priorité commune est le bien-être des deux animaux. Il fut convenu qu'Eclipse rentrerait ce soir-là avec sa famille, mais reviendrait dès le week-end suivant pour une première visite formelle. Mélanie prépara les documents nécessaires, désignant officiellement la famille Tremblay comme partenaire de recherche civile, un statut qui leur donnerait accès au centre et à ses installations. Le moment de la séparation arriva finalement. Emma fut autorisée à entrer dans l'enclos sous la supervision attentive de Docteur Lavoie pour récupérer Eclipse. À la surprise de tous, Luna ne manifesta aucune résistance, observant calmement la jeune fille s'approcher. « Bonjour Luna », dit doucement Emma, s'accroupissant à quelques mètres du lynx. « Je m'appelle Emma. Merci d'avoir pris soin d'Eclipse. Je te promets qu'il reviendra te voir. » Luna cligna lentement des yeux, ce geste si caractéristique des félins qui signifie confiance et apaisement. Emma tendit prudemment les bras, et Eclipse, comprenant l'invitation, vint s'y blottir avec un ronronnement sonore. « À bientôt, Luna », murmura Emma en se relevant,
le chaton confortablement installé dans ses bras. Sur le chemin du retour, alors que le soleil commençait à décliner derrière les arbres, la voiture des Tremblay roulait silencieusement. Emma caressait doucement Eclipse qui s'était endormi sur ses genoux, épuisé par cette journée extraordinaire. « Tu as été très mature aujourd'hui, » dit finalement Marie, se tournant vers sa fille. « Papa et moi sommes très fiers de toi. » Emma sourit, mais son expression restait pensive. « Je pense que j'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui. Parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi comprendre qu'il a besoin d'autres relations. » Pierre et Marie échangèrent un regard surpris, touchés par la profondeur de cette réflexion venant de leur fille de 12 ans. « C'est très sage, ma chérie, » approuva Pierre. 6 mois plus tard, le Centre de recherche sur les félins de l'Est du Canada accueillait une délégation internationale de chercheurs venus observer le désormais célèbre protocole Luna. L'histoire de la relation entre le lynx roux et le chat domestique noir avait fait le tour de la communauté scientifique, déclenchant un intérêt sans précédent pour les capacités cognitives et sociales des félins sauvages. Les visites bi-hebdomadaires d'Eclipse étaient devenues une routine bien établie. La famille Tremblay venait généralement le samedi matin, Emma apportant toujours un nouveau jouet ou un enrichissement pour les deux félins. Eclipse passait alors la journée avec Luna, sous l'œil attentif des chercheurs qui documentaient minutieusement chaque aspect de leur interaction. L'une des découvertes les plus surprenantes des derniers mois avait été la façon dont cette relation avait influencé le comportement de Luna lors de ses périodes en territoire libre. Contrairement aux craintes initiales, le lynx n'avait pas perdu ses instincts sauvages ni sa capacité à chasser, mais les données GPS et les enregistrements vidéo avaient révélé qu'elle évitait délibérément les zones résidentielles où des chats domestiques auraient pu être présents. Elle semble avoir développé une catégorie cognitive spécifique pour les chats domestiques, distincte des autres petits mammifères qu'elle chasse, expliquait Dr Lavoie à la délégation, tandis qu'ils observaient Luna et Eclipse partager un moment de jeu dans l'enclos enrichi. « Et avez-vous observé une transmission de ce comportement à d'autres lynx ?» demanda une chercheuse japonaise. « Des indications préliminaires avec notre jeune orphelin, oui ?» confirma Mélanie, désormais officiellement doctorante travaillant sur le projet Luna. Il semble que Luna lui ait enseigné une forme de discrimination similaire. Parmi les observateurs se trouvait également Madame Desmarais. Après des mois de débats parfois houleux, Liberté Sauvage avait finalement accepté de participer au comité d'éthique supervisant le programme, apportant une perspective critique, mais désormais constructive. « Je maintiens que notre objectif ultime devrait être la préservation des comportements naturels, déclara-t-elle lors de la session de questions, mais je dois reconnaître que ce programme nous oblige à redéfinir ce que « naturel » signifie dans un monde profondément modifié par l'homme. Le protocole Luna avait également des implications bien au-delà de la recherche fondamentale. D'autres centres de réhabilitation à travers le monde commençaient à explorer des approches similaires pour les prédateurs traumatisés ou orphelins, avec des résultats prometteurs. Pour Emma, cependant, l'importance de cette découverte scientifique restait profondément personnelle. Assise dans un coin de la salle d'observation, son carnet de croquis sur les genoux, elle dessinait méticuleusement les deux félins qui avaient changé sa vision du monde. « Que dessines-tu » demanda Dr Lavoie, s'approchant discrètement. Emma lui montra son carnet, une série d'esquisses remarquablement précises de Luna et Eclipse dans différentes positions, annotées de ses observations personnelles sur leur comportement. « C'est impressionnant », commenta Dr Lavoie, sincèrement admirative. « Tu as l'œil d'une scientifique. » Emma sourit. « Je veux devenir biologiste, comme vous, pour comprendre comment les animaux pensent et ressentent. » Dr Lavoie regarda la jeune fille avec une chaleur particulière. « Tu sais, Emma, la plus grande découverte scientifique n'est pas toujours celle qui répond à nos questions, mais celle qui nous en fait poser de nouvelles.
Et grâce à Luna et Eclipse, nous avons maintenant des questions fascinantes à explorer. Dans l'enclos, comme pour illustrer cette réflexion, Luna et Eclipse s'étaient allongés côte à côte dans un rayon de soleil, leur différence de taille et d'origine s'effaçant dans la simplicité de leur connexion, une énigme vivante qui continuait de défier nos certitudes sur la frontière entre sauvage et domestique, entre instinct et choix, entre nature et adaptation. Et peut-être, songeait Emma en complétant son dessin, était-ce là la véritable leçon? Dans un monde en constante évolution, la capacité à former des liens inattendus n'était pas une aberration, mais la plus belle expression de la vie qui trouve toujours son chemin.